de manière non invasive. Et tu vas nous parler du NASH, qui est un problème vraiment qui augmente en importance partout. Et tu vas nous le montrer. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette gentille introduction. Et effectivement, on a beaucoup parlé d'hépatite B, mais peut-être que dans 10 ans, à cette même place, on ne parlera plus du tout d'hépatite B, on va dire. Il y aura eu HBV cure, et on parlera par contre beaucoup de la NASH. Alors, il y a deux mots un peu barbares sur lesquels il faut bien se mettre d'accord, c'est NAFLD et NASH. Alors, la NAFLD, c'est en français on dit la stéatopathie métabolique, c'est l'accumulation de triglycérides dans les hépatocytes. C'est ce qu'on appelle donc la stéatose, c'est-à-dire de la graisse dans le foie, sans consommation excessive d'alcool. Et donc, c'est principalement une définition échographique. C'est un foie brillant à l'échographie. Et donc, toutes les études d'épidémiologie sont faites par une échographie. Et donc, on vous dit que la prévalence de la NAFLD est de temps, simplement parce qu'il y a un foie brillant à l'échographie. Donc, c'est tout simple, tout bête. Et ça mesure donc, ça estime la stéatose quand elle est à plus de 30% du foie, puisque l'échographie n'est capable de diagnostiquer la stéatose qui est supérieure à 30% des hépatocytes. Et puis, il y a la NASH. Alors là, c'est moins de patients, puisque dans la NASH, il y a la stéatose, toujours bien évidemment, mais en plus, il va y avoir de l'inflammation intrahépatique avec le risque de fibrose et de cirrhose qui s'ensuit. Et donc là, la définition est histologique. Alors, le titre de mon exposé, c'était NASH et VIH. On va dire, je vais faire un peu tout, parce qu'il faut bien différencier les deux. Ce n'est pas du tout la même chose. La NAFLD, c'est un terme assez global. La NASH, c'est là où on est vraiment dans la maladie hépatique dont il faut s'occuper. La première chose, c'est que nous, en hépatologie, maintenant, tous nos congrès, on ne parle maintenant plus que de la NASH. Il n'y a plus de topo sur l'hépatite C, il n'y a plus de topo sur l'hépatite B, il n'y a que la NASH, la NASH, la NASH. La semaine prochaine, il y a le grand congrès européen, on va parler que de la NASH. Et vous, finalement, on ne parle pas de la NASH. Or, c'est la même prévalence. Regardez la prévalence chez les malades infectés par le VIH et chez les malades non infectés par le VIH. Exactement les mêmes chiffres. Donc, qu'est-ce que vous attendez pour travailler sur la NASH ? Alors maintenant, une méta-analyse toute récente, vous voyez que la NAFLD, là, dans ce travail, c'est une méta-analyse, hein, donc 35% des patients VIH, donc un malade sur 3. Je crois que la prévalence de l'hépatite B, c'est 10%, hein, donc on est à 3 fois plus. La NASH, 42%. Alors c'est la NASH parmi les patients qui ont une NAFLD, et la fibrose, 22%. 22% des patients VIH, sans hépatite B, sans hépatite C, ont peut-être une fibrose significative. Est-ce que vous regardez ? Alors, quels sont les facteurs de risque ? Ça, c'est une étude qui a été faite, c'est une vieille étude, c'est pour vous montrer que ça évolue, mais c'était déjà en 2008, donc c'est 225 patients qui étaient mono-infectés VIH, hein, et la prévalence de la NAFLD par échographie était de 37%. Alors, il y a les transaminases, on dit que le ratio, c'est plutôt les alates qui sont élevés, mais comme dans l'hépatite B, le fait d'être un homme, le traitement antirétroviral et le tour de taille. Alors globalement, au jour d'aujourd'hui, voilà les facteurs de risque d'avoir une stéatopathie métabolique. C'est le BMI, donc l'index de masse corporelle, supérieur à 25 et encore plus si on est supérieur à 30. Le tour de taille, est-ce que vous prenez le tour de taille à vos patients lorsque vous les voyez ? C'est assommant à faire, c'est plus facile de le faire monter sur une balance, mais le tour de taille, c'est le meilleur paramètre pour définir un syndrome métabolique. Il faut 1 centimètre, ça ne coûte pas cher, je pense qu'il y en a partout, il n'y a plus une question ça ne va pas coûter cher. L'hypertension, les triglycérides et le taux de CD4. Et bien finalement, dans ces facteurs de risque de NAFLD, c'est exactement la même chose chez les malades HIV négatifs et chez les malades VIH positifs. Donc finalement, on a les mêmes patients. Le VIH, c'est un épiphénomène. Vous avez les mêmes patients que nous qui n'avons pas de VIH. Alors maintenant, je vais faire juste une petite partie sur les cytolyses chroniques. Vous voyez parfois des patients qui n'ont pas forcément un syndrome métabolique, mais qui ont une cytolyse, donc des transaminases élevées. Alors c'est une vieille étude, mais c'était important parce que là, les patients ont tous été biopsiés. Donc il y a 30 patients VIH mono-infectés qui ont une biopsie hépatique. Et vous voyez qu'il y en avait plus d'1 sur 2 qui avaient une NASH. C'était des patients qui avaient juste une cytolyse chronique. 1 sur 2 avait une NASH, et c'est une vieille étude qui a presque 10 ans. Eh bien, dans ce travail plus récent, on se rend compte que la NASH, c'est la première cause de cytolyse. Autrefois, on disait que c'était les antirétroviraux. Et bien maintenant, avec toutes les évolutions d'antirétroviraux qu'il y a eu, la première cause de cytolyse chez vos patients, c'est la NASH. Vous voyez, 55% des cas dans ce travail, où là aussi, il y avait une biopsie hépatique. Donc, c'est 65 patients VIH avec biopsie hépatique. Et là, la fibrose sévère, on est dans les mêmes chiffres que tout à l'heure, je vous avais donné 22%. Vous voyez que là, on est dans les chiffres de 18%. Donc, c'est 20%. Un malade sur 5 que vous suivez pour le VIH a une fibrose significative.
Alors, quelles sont les raisons de cette stéatose dans le foie? Eh bien, la NASH, c'est une maladie multifactorielle qui a beaucoup de causes et beaucoup de conséquences. Mais c'est finalement ce que vous faites tous les jours chez vos malades infectés par le VIH. Il y a des répercussions sur tous les organes. Eh bien, la NASH, c'est pareil, que ce soit des anomalies cardiaques, des anomalies rénales, le diabète de type 2, bien évidemment, les apnées du sommeil, l'ostéoporose, les cancers, etc., etc. Et donc, finalement, pourquoi ont-ils cette maladie? Pour plein de raisons. Ce n'est pas une seule raison. Mais toutes ces raisons mis bout à bout font qu'ils vont développer une NASH. Et plus ils ont de facteurs, plus ils ont de risques. Donc il y a le traitement antirétroviral, même si cette cause est quasiment en train de disparaître, parce qu'avec les nouveaux antirétroviraux, il y a moins de stéatose. La charge virale du VIH, la consommation d'alcool, parce que quelquefois c'est difficile d'apprécier la consommation d'alcool. Normalement, la NASH, c'est quelqu'un qui ne boit pas de façon excessive. La frontière est souvent difficile. Les lipodystrophies que vous voyez de plus en plus, le syndrome métabolique, et puis alors le microbiote intestinal, qui est l'avenir du traitement de la NASH. Donc voilà toutes les causes potentielles. Alors comment on va évaluer la maladie hépatique? Comment demain, lorsque vous allez repartir, vous allez pouvoir regarder s'ils ont de la stéatose et de la fibrose? Alors pour cela, vous avez deux guidelines qui sont vraiment très bien faites, qui sont des guidelines européennes, qui sont sur à la fois les marqueurs non invasifs et sur la stéatopathie, qui avaient été publiés en 2015 et 2016. Alors les tests sanguins, c'est les plus faciles, c'est ceux que vous pouvez avoir. Alors l'APRI, c'est juste les plaquettes et les azates, il est gratuit, vous pouvez le faire à tous vos patients. Le FIB4, il y a juste les transaminases en plus, c'est très facile. Donc cela, vous pouvez les utiliser, disons que ça va vous donner une indication. Et s'il n'y a pas d'autres tests disponibles, il vaut mieux faire ces tests que de rien faire du tout. Donc je pense que ça, c'est assez facile à mettre en place dans tous les pays africains. Après, si vous êtes plus riche, vous pouvez faire le NAFLD Fibrosis Score qui est gratuit. Et c'est un très très bon test. Alors par rapport à l'APRI au FIB4, il est loin devant en termes de performance pour le diagnostic de la fibrose. Mais il faut que vous ayez l'albumine et c'est finalement ça qui va vous ennuyer. Le reste c'est facile, l'âge, le BMI, le diabète, vous l'avez. Les transaminases, ça va, mais il vous faut l'albumine. Mais si vous avez la possibilité de doser l'albumine, c'est certainement un excellent test à utiliser si vous n'avez pas d'autres méthodes. Et puis, il y a le fibrotest, mais qui est quand même très compliqué, et puis qui est payant. Donc, ça change tout, ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Et puis, vous avez donc, bien sûr, le fibroscan. Alors maintenant, il y a tous les appareils d'échographie sont capables de mesurer l'élasticité hépatique. Donc, il faut que vous alliez voir votre radiologue. Regardez la machine qu'il a. Tous les appareils d'échographie sont maintenant capables de mesurer l'élasticité hépatique. Or, j'ai vu qu'on faisait des échographies pour dépister le cancer, des choses comme ça. Il suffit, et normalement, les compagnies qui commercialisent les appareils donnent le petit logiciel qui permet de mesurer l'élasticité de façon gratuite. Donc, il faut vous battre, ça ne va pas se faire comme ça, mais normalement, vous avez la possibilité d'obtenir une mesure d'élasticité hépatique avec n'importe quelle machine d'échographie. La plus utilisée étant bien sûr le fibroscan, mais qui sert qu'à mesurer la fibrose. Le fibroscan, il n'a pas l'intérêt de l'échographie. Alors, l'intérêt du fibroscan, c'est que dans cette maladie de la stéatopathie métabolique, il mesure à la fois la fibrose hépatique, c'est l'élasticité hépatique, et puis il mesure ce qu'on appelle le CAP, c'est le coefficient d'atténuation de l'onde ultrasonore dans le foie, et le CAP est corrélé à la stéatose. Donc, grâce au fibroscan, vous avez d'un côté la stéatose, de l'autre côté la fibrose, et puis vous avez deux sondes différentes. Alors, on repart avec le diagnostic non-invasif de la fibrose hépatique. Donc là, on est dans la fibrose. C'est des patients qui avaient une cytolyse, qui ont une biopsie. Et vous voyez, c'est pour la performance diagnostique. Quelle est la meilleure méthode pour le diagnostic de la fibrose? Vous voyez que le fibroscan, c'est celui qui est là. Et la meilleure méthode, vous voyez, c'est l'Oroc, c'est ce qu'on appelle l'air sous la combe. Il faut que ce soit au-dessus de 80, on va dire, dans ce cas-là. Donc là, vous voyez, le fibroscan est à 93, donc c'est excellent. Et vous voyez que les autres, c'était l'APRI dont je vous ai parlé, 61, le FIB4 dont je vous ai parlé, 64, et le NAFLD Fibrosis Score à 70. Donc vous voyez que c'est le NAFLD Fibrosis Score en test sanguin qui est le meilleur. C'est des bons tests quand même pour déjà avoir une ébauche de diagnostic de la fibrose. Alors maintenant, l'histoire naturelle. Cette maladie commence par de la stéatose dans le foie, puis dans 10 à 30% des cas, va induire une NASH, une stéatohépatite. Dans ces cas-là, dans 25 à 40%, on a un risque de fibrose, et dans 20 à 30%, on a un risque de cirrhose. Et ensuite, bien évidemment, un risque de cancer que je n'ai pas mis là. Alors, chez le malade VIH, il y a de nombreux facteurs qui vont conduire à une aggravation de cette histoire naturelle. Donc, je vous ai parlé des facteurs métaboliques, l'obésité, l'insulinorésistance, le diabète. Il y a aussi la ménopause, et ça a été montré chez des malades VIH-, mais c'est aussi chez les malades infectés par le VIH. Il y a la charge virale du VIH.
Et puis, il y a ce dont je vous parlais, la lipodystrophie et l'insulinorésistance. On en a parlé. Alors, on va essayer de regarder si on peut diagnostiquer chaque étape. Comment ça se passe? Alors, les facteurs de risque de stéatose. Là, c'est une grande étude qui avait été faite. Donc là, il n'y a pas de biopsie hépatique. C'est juste avec le fibroscan. Et on a regardé la graisse dans le foie. Eh bien, vous voyez que la prévalence de la stéatose chez les malades VIH est de 40%. On est presque à 1 sur 2 qui a de la stéatose. Et dans ce travail assez récent, le seul facteur prédictif de stéatose, c'était l'index de masse corporelle, ce qui est assez logique, ce qui est exactement la même chose que chez les patients VIH négatifs. Donc le BMI, c'est vraiment le premier facteur de stéatose. Et ces patients, vous voyez, ils ont été suivis dans le temps. Et on a regardé comment évaluer leur CAP. C'est la même équipe que le travail précédent, mais ils ont suivi ces patients. Eh bien, on voit que ces patients, finalement, leur CAP, il ne bouge pas dans le temps parce qu'ils ne perdent pas de poids. Simplement, ils gardent le BMI élevé, ils gardent leur CAP élevé. Et vous voyez que ça ne change pas et c'est toujours le BMI qui reste associé à un CAP élevé dans le temps en les suivant. Alors la stéatose, elle progresse quand même. Et on sait que si la stéatose progresse, on va avoir probablement un risque plus important de passer à la NASH, de passer donc à l'inflammation intrahépatique. Ça, c'est une grande cohorte de malades qui ont été suivis. C'est des malades du Canada qui ont été suivis. Alors, il y a des co-infectés là. Attention, il n'y a pas que des patients VIH, il y a des patients VIH-VHC. Et on voit, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, que finalement, les patients VIH seuls ont une stéatose qui progresse plus rapidement que les co-infectés. Alors, il y a sûrement de multiples raisons. Hein. Peut-être que les patients co-infectés font plus attention à leur état général. Peut-être ils boivent un peu moins d'alcool. Enfin, il y a sûrement des facteurs. Mais donc, attention à vos malades VIH qui ont un risque de stéatose qui s'aggrave plus rapidement que chez les autres. Alors ensuite, ce que je vous disais, eh bien, la NASH est plus fréquente chez le malade VIH que chez les malades non VIH. Donc, le malade VIH, il est en gris. Le malade non VIH, il est en bleu. Eh bien, vous voyez que la prévalence de la NASH est à 60% chez les patients VIH et à 40% chez les patients non VIH. C'est des patients qui avaient un foie brillant à l'échographie, une NAFLD. Il y en a la moitié qui avait le VIH, l'autre moitié qui n'avait pas le VIH. Et vous voyez que quand on a le VIH, on a une prévalence de NASH plus importante. Donc la NASH, dont on parle tellement chez les malades non infectés par le VIH, est encore plus importante chez les malades infectés par le VIH. Et cette différence persistait même en ajustant sur de nombreux critères comme le BMI, l'âge, l'ethnicité. Vous voyez que ça ne bouge pas. Dans tous les cas, au cours des infections VIH, la NASH est plus importante. Et puis il y a la fibrose, hein, l'évolution suivante. Donc dans ce travail publié l'année dernière, vous voyez que la fibrose est plus importante si on a un syndrome métabolique. Hein, le syndrome métabolique, c'est le diabète, l'élévation du tour de taille, l'hypertension, la dyslipidémie. Eh bien, vous voyez que les patients qui ont un syndrome métabolique, alors on l'a ici, ont un facteur de risque très élevé de n'importe quel stade de fibrose. Vous voyez ici la fibrose F2, donc modérée, ici la fibrose sévère, et là la cirrhose. Et vous voyez que l'odds ratio est très important, à 9, et plus important que l'obésité, hein, parce qu'il y a le syndrome métabolique, il n'y a pas que le poids, il y a le diabète, il y a l'hypertension. Donc faites attention au syndrome métabolique, mais pour ça, il faut 1 cm, parce que c'est le tour de taille qui rentre dans la définition. Et puis, dans ce travail publié l'année dernière, les facteurs de risque de progression, donc là, c'était uniquement fait avec le fibroscan, et vous voyez que là encore, les facteurs de progression de la stéatose, donc ça, c'est ce que je vous ai montré, c'était le BMI et un peu moins l'hépatite C, on était un peu protégé quand on avait une co-infection hépatite C, VIH. Et vous voyez que la progression de la fibrose chez les patients mono-infectés VIH, c'était la durée d'évolution du VIH. Et c'est pour ça qu'en fait, les stéatopathies, on en voit de plus en plus aujourd'hui, parce qu'on a une survie qui est de plus en plus importante, avec une durée d'infection plus grande, et la stéatose hépatique, qui est le point de départ. Il y a stéatose, inflammation, fibrose. Alors, je vous propose un algorithme pour la discussion. C'est un peu mon algorithme personnel, mais je me suis aidé de cet article publié l'année dernière. Donc, en fait, chez tous les patients VIH, il faut d'abord garder les médicaments qui peuvent être responsables de pathologies, l'alcool, hépatite C et B, bien évidemment. Et finalement, on va s'intéresser à ceux qui ont un syndrome métabolique, qui n'ont ni une hépatite B, ni une hépatite C associée, qui ne boivent pas de façon excessive de l'alcool et qui n'ont pas de médicaments en dehors des antirétroviraux classiques que vous êtes obligé de donner, bien évidemment. Donc si vous avez la possibilité, on va dire pour un pays riche, c'est de faire une échographie abdominale déjà pour voir si le foie est brillant ou pas brillant, ça vous aide, ce n'est pas trop compliqué. Et si vous avez la possibilité d'avoir un fibroscan,
Mais là, il faut voir aussi l'élasticité hépatique. Vous êtes peut-être capable de la voir par un appareil d'échographie qui aura fait l'échographie. Donc finalement, ça, on peut imaginer que dans les années qui viennent, vous arriviez à la voir. Soit il n'y a pas de choses particulières, à ce moment-là, vous êtes serein, mais il faut les suivre, parce qu'ils ne vont pas rester toujours impeccables. Donc la proposition, c'était de refaire une nouvelle évaluation à 3 ans, parce qu'on pense qu'il faut un certain temps avec le temps pour que les choses évoluent. Et puis, soit vous suspectez une stéatose ou de la fibrose, et là, il faut aller plus loin. C'est à vous de voir ce que vous... c'est discuter la biopsie, je n'ai pas dit qu'il fallait la faire, la prise en charge thérapeutique et puis le suivi. Donc ça, c'est très pragmatique, mais c'est déjà une avancée dans la connaissance de cette pathologie chez ces malades. Alors maintenant, le traitement. Alors ça, je ne vais pas vous donner de conseils, vous êtes plus expert que moi. Il faut, comme toujours, nous les hépatologues, on donne toujours le même conseil, prenez les médicaments les moins hépatotoxiques. Comme ça, on est tranquille, on a dit ce qu'il fallait, à vous de vous débrouiller. Alors je pense que maintenant, les médicaments sont de moins en moins hépatotoxiques pour le VIH. Essayez de préférer ceux qui sont le moins hépatotoxiques. Parlez d'alcool. Alors, c'est important. Souvent, on n'a pas le temps. C'est sûr que si la consultation elle dure 3 minutes, on n'a peut-être pas le temps de parler d'alcool. Mais l'alcool, il est là. Enfin, il est là dans beaucoup de pays, même les pays musulmans. Donc, il faut en parler. On sait que ça joue sur l'adhérence au traitement VIH, mais c'est la première cause de stéatose, en tout cas dans nos pays européens. Et donc, il faut leur dire de ne pas boire tous les jours. On est à Bordeaux, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas boire, mais pas tous les jours. L'économie du pays. Voilà, quand même. Il y a l'économie locale qu'il faut faire vivre. Alors, la deuxième chose, c'est une activité physique. Alors là, c'est le truc tout bête, mais dire à un malade, il faut bouger, on l'a tous, mais il faut aller dans le concret, parce que ça, c'est les consultations, maintenant, mes consultations, c'est que des consultes diététiques et de bouger. Alors, ça marche sur les triglycérides, ça marche très bien sur la stéatose, l'activité physique. Donc, il faut trouver un moyen qu'ils aient une activité physique. Alors, je vous montre ce travail qui a été publié assez récemment. Donc, c'est une très, très belle étude. Donc, et ça, vous pouvez le mettre en pratique pour vous, dès demain. Donc, il y avait 3 choses. Il y avait un bras abstention, donc activité physique comme il avait avant. Et puis, il y avait un bras qui était jogging 6 mois. Donc, c'était assez intense. Et les 6 autres mois, il devait marcher 150 minutes par semaine, mais marche un peu rapide. Et l'autre groupe, c'était que de la marche un peu rapide pendant 12 mois. Donc, ils étaient surveillés. On regardait s'ils avaient bien fait ça 3 fois par semaine. Enfin, voilà. Et le paramètre était tout simple, la perte de poids et le tour de taille, mais qui sont les 2 paramètres essentiels. Ça ne coûte pas cher comme étude. Il faut juste acheter des baskets. Donc, ce n'est pas trop compliqué. Et donc, vous avez ici, on ne voit peut-être pas bien les couleurs. Ça, c'est les contrôles tout en haut. Vous voyez que les contrôles, même le fait de lui avoir dit qu'il était dans une étude, rien que de lui avoir dit vous allez être dans une étude, ça l'a fait maigrir un peu. C'est l'effet placebo qu'on a avec tous les médicaments. Et vous voyez que ça diminue, mais avec le temps, quand même, ça diminue moins. Il doit en avoir marre au début, il fait attention. Après, vous avez celui qui a l'exercice modéré ici. Vous voyez que pareil, ça marche bien au début, puis après, ça stagne. Et ceux qui avaient l'exercice intense, ça marche bien au début, et puis après, vous voyez, ça stagne. Et finalement, la conclusion, c'est quand même de dire qu'il faut faire de l'exercice, puisqu'au total, tous les bras qui ont fait de l'exercice par rapport au placebo, c'est mieux. Mais finalement, il n'y a pas besoin de faire de jogging. Parce qu'ils vont tous vous dire, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal au genou. Marche 150 minutes par semaine. Alors maintenant, moi, je prends les applis iPhone. Là, ils ont tous, vous savez, vous avez tous le nombre de pas que vous avez fait par jour. Donc maintenant, je prends l'appli iPhone et je leur dis, il faut que vous fassiez 7500 pas par jour. Regardez si vous avez fait 7500 pas. C'est quand même un peu chaud. C'est le minimum. Je leur dis, c'est le minimum. Et après, je regarde leur iPhone quand ils reviennent. Et je leur dis, oui, alors vous faites... ils ne les font jamais, les 7500. Bon. Alors, la perte de poids. La perte de poids, ça marche sur la fibrose. Donc, c'est pas cher. Là, il n'y a pas besoin de médicaments. Vous voyez, si on fait... là, les gens en jaune, c'est perte de poids de 5%. En vert, perte de poids de 5 à 7%. Donc, vous voyez, c'est pas beaucoup, 5%. Eh bien, vous voyez qu'en perdant juste 5% de poids, vous faites régresser la fibrose de 16%. Donc, ce n'est pas beaucoup, ça marche. Alors, c'est sûr qu'après, si vous êtes super sportif, si vous perdez 10% de votre poids, donc là, quelqu'un qui fait 90 kg, qui arrive à 81 kg, vous lui avez fait régresser sa fibrose de 45% des cas. Mais il a fallu qu'il bosse quand même. Alors, regardez, ça, c'est suivant ce que vous voulez. Donc, ça, c'est une étude qui a été faite à Cuba. Et alors, à Cuba, ils ne rigolent pas dans les études. Je peux vous dire, cette étude, méthodologiquement, les mecs, ils étaient suivis toutes les semaines pour savoir ce qu'ils faisaient. 1 an de règles hygiéno-diététiques à Cuba. Ça, on ne rigole pas. Et donc, ils ont regardé la perte de poids, 5, 7 ou 10%. Eh bien, vous voyez que dans tous les cas, la stéatose s'améliore. Et alors, si vous perdez 10% de votre poids, vous n'avez plus de stéatose. Nickel. Alors là, ils sont contents. Mais il faut qu'ils aient perdu 10% de leur poids. Et vous voyez que si vous perdez 10% de votre poids, regardez, tout s'améliore, mais de façon extraordinaire.
Mais même si vous perdez 5%, ce qu'on peut atteindre, ce qu'on peut arriver à atteindre, eh bien, dans 10% des cas, vous avez une résolution de la NASH, dans 45% des cas, la régression de la fibrose et la rémission de la stéatose. Ça ne coûte pas cher. Ça peut être mis en place partout. Alors, la deuxième chose, c'est la diététique. Qu'est-ce qu'il faut manger, maintenant qu'on a dit qu'il fallait faire des exercices? Alors, ce qui est bien, c'est que c'est le régime méditerranéen qui est le mieux. Là. Vous savez, ce régime crétois, là, il faut manger beaucoup de légumes, pas trop de viande. Donc, vous voyez que ça va servir entre la stéatose et la NASH. Voilà ce qui est recommandé. Donc, de perdre 7 à 10% de son poids. Alors, pas beaucoup de graisse, pas beaucoup d'hydrates de carbone, donc pas beaucoup de sucre. Et le régime méditerranéen qui est vraiment excellent. Et alors, l'ennemi numéro 1, c'est le fructose. Et après, ce qui est drôle, c'est que dans la résolution pour éviter d'avoir un cancer ou une cirrhose grave, il conseille de boire du café sans sucre, parce qu'on sait que le café, ça diminue le risque de fibrose. Pas d'alcool du tout. Et alors, manger beaucoup de fibres, beaucoup de poissons et beaucoup de légumes. Voilà, c'est le régime méditerranéen. Vous voyez, ça ne coûte pas cher, ça non plus. Alors, ça, c'est des recommandations pratiques qui ont été publiées l'année dernière, il y a 2 ans. Donc, c'est des choses très pratiques que vous trouverez partout. Donc, restriction énergétique. Donc, il faut qu'ils mangent moins et différemment. Donc, l'objectif, 7 à 10%. Mais il ne faut pas qu'ils perdent 10% de leur poids en un mois. Vous avez le temps. C'est en 1 an, en 2 ans. C'est pas grave. Tous les régimes qui sont à la télé, tout ça, maintenant, c'est Comme J'aime. Vous connaissez ce régime? Alors, en France, il y a un truc qui est commej'aime.com. Alors, commej'aime.com, c'est 600 € par mois. Et on vous livre tous vos repas à la maison. Donc, ils prennent tous le commej'aime.com. Je ne sais pas si vous avez ça pour les quelques. Donc, ils arrivent, tous les lundis, il y a un camion qui leur livre leur repas pour la semaine. Ils doivent vider leur frigo, ils ne doivent rien acheter d'autre, et ils doivent manger ce qu'il y a marqué lundi matin, lundi soir, et ils ont leur truc. Alors, c'est vrai qu'ils perdent du poids. Ils perdent 600 €, mais ils perdent du poids. Et le problème, c'est que c'est pas possible à long terme. Alors, ils sont ravis. Hein. Moi, quand ils viennent, ils me disent « Ah, j'ai fait commej'aime.com. » Donc, commej'aime.com. Vous pourrez regarder. Vous avez des idées de menus, peut-être. Vous pourrez faire un peu. Voilà. Donc, il faut perdre du poids. Donc, c'est au long cours. C'est surtout ça qui est important. Il ne faut pas perdre du poids en 1 mois. C'est important, c'est le long cours. Il ne faut pas qu'ils se pèsent tous les jours. Ils se pèseront dans 1 an, on verra. Ensuite, le régime méditerranéen, je vous en ai parlé. Évitez les sodas, le coca et tous ces trucs-là qu'on trouve dans tous les pays du monde, malheureusement. Le fructose, qui est l'ennemi numéro 1. L'alcool limité. Alors, le café, c'est plutôt bon si on le boit sans sucre. Et puis, l'exercice physique, ce que je vous ai dit, c'est pas forcément, c'est pas du jogging de haut vol, c'est une activité physique. C'est activité physique, voilà. Et puis, je vais juste, pour les traitements du futur, vous voyez, je vous ai proposé que des choses gratuites, ou presque. Alors, voilà tout ce qui arrive. Actuellement, moi, il n'y a pas quasiment toutes les semaines ou tous les 15 jours, je suis contacté pour un essai thérapeutique. Actuellement, je crois que dans le service, on a 6 essais thérapeutiques pour des nouvelles drogues dans la stéatopathie métabolique. Ah, il y en a pour tous les goûts. Donc, vous voyez, tout ce qui est en vert, c'est des voies de signalisation où actuellement, il y a des essais thérapeutiques. Donc, vous voyez, 1, 2, 3, 4, on est à une dizaine de voies de signalisation sur lesquelles il y a des essais thérapeutiques et parfois plusieurs firmes qui sont en train d'essayer le même médicament sur une voie d'addiction. Donc, ça va être l'avenir. Mais est-ce que c'est l'avenir pas pour l'Afrique, mais même pas pour les autres pays? Enfin, c'est incroyable qu'on soit obligé de prendre des médicaments simplement parce qu'on n'est pas capable de marcher un peu. Ça, c'est philosophique, on a le droit de ne pas être d'accord. C'est pas... Voilà. Donc, pour conclure, les choses importantes, c'est que j'espère vous avoir convaincu que dès lundi, vous allez penser à la stéatose chez les malades infectés par le VIH, que vous parlerez donc métabolique et alcool. Si vous le pouvez, vous arriverez à la diagnostiquer, au moins pas dans l'immédiat, mais à long terme, que vous allez parler activité physique, que vous allez faire de l'éducation thérapeutique alimentaire, et puis les essais thérapeutiques, ça c'est pour l'avenir, on en reparlera, mais c'est pas pour demain. Je termine par mon équipe qui est en train de travailler en ce moment à Bordeaux, et que je remercie. Merci beaucoup, Victor, pour cet excellent exposé. Vraiment. Est-ce qu'il y a une question brûlante avant que l'on finalise la session? Une seule, Karine. Ah pardon, j'ai pas vu. 2 alors. As-tu connaissance d'essais avec ces nouvelles molécules chez le patient VIH? Malheureusement, non. Tu as raison. Voilà, il n'y en a pas, on est d'accord. Mais c'est un critère d'exclusion de tous les essais. Oui. Oui. Donc versus saccharose, donc il faut bannir les fruits?
Ah non, parce que Parce que c'est en Afrique, dans tous ces beaux pays, c'est dommage. Attention, c'est le fructose, c'est le fructose rajouté. Les fruits, aucun régime sur les fruits. On peut manger tous les fruits qu'on veut. C'est le fructose rajouté qui est dans tous les aliments que tu peux... Tu sais, il y a plein de fructose dans plein de préparations, machin. Les fruits, aucune restriction sur les fruits et les légumes. D'ailleurs, dans Weight Watchers, je connais tous les régimes, Weight Watchers, les fruits, ça coûte 0 points. Vous savez qu'au Weight Watchers, il y a des points, vous avez des points, vous avez 21 points par jour. Et donc, si vous prenez du chocolat, c'est 2 points, par exemple. Et on n'a pas le droit de dépasser 21 points de dépenses par jour. Et dans Weight Watchers, les fruits et les légumes, c'est 0. C'est-à-dire que vous pouvez en manger autant que vous voulez. Voilà, merci beaucoup. Je vais laisser le dernier mot au professeur Mbaye. Et j'aimerais, moi, déjà remercier tous les présentateurs qui nous ont vraiment offert une excellente session. Merci Gilles. Je remercie tous ceux qui ont assisté à cette session fort intéressante sur le virus de l'hépatite B, sur le carcinome hépatocellulaire, sur les jus et coutumes dans certains pays qui constituent un blocage entre guillemets pour la vaccination. Et je pense que l'étude anthropologique est extrêmement importante. Je vous raconte une anecdote. Lors de l'épidémie d'Ebola en Guinée, en Afrique de l'Ouest, Guinée, Sierra Leone et Libéria, c'est les anthropologistes qui ont inversé la courbe. Ça a progressé, les médecins étaient inquiets, les populations inquiètes, les morts augmentaient. C'est quand il y a eu intervention des anthropologistes que la courbe a commencé à descendre et que le nombre de décès a été évité. Donc c'est fondamental, partout d'ailleurs, dans tous les pays du monde, cet aspect anthropologique à ne pas négliger. Enfin, ce que Victor a conclu par la NASH, c'est comme le diabète de type 2. Voilà. Il y a beaucoup de médicaments qui sont apparus. Mais c'est simple, c'est le régime. Faites de l'activité physique, évitez de grossir, vous n'aurez pas de diabète de type 2 et vous n'aurez pas de NASH. Je vous remercie tous pour votre présence. Merci. À la fin, mais c'était franchement... Vous avez bien géré là, j'ai bien imaginé que vous avez fait. Même vous avez dit. Moi, je n'avais pas dit non. Il y a des sujets qui sont importants. Ouais, c'est un peu fun. Mais je pense que ça pourrait même être plus. Mais après, c'est quelque chose à débat, peut-être. Non, il y avait des questions. Non, c'était bon, on a bien eu le temps. C'était sympa, la Suisse et le Sénégal, ils sont marrants. C'était rigolo quand même, je me suis bien joué.